Bonjour à toi cher spectateur, avec la sortie du Labyrinthe, le remède mortel, dernier volet de la saga initiée donc d'après les romans de James Dashner, c'est un peu une période qui se clôt parce que finalement, si on y réfléchit bien, c'est la dernière saga entre guillemets de romans adolescents qui est en cours actuellement à Hollywood, parce qu'on peut considérer que Divergente est décédé malheureusement. Mais du coup, c'est presque la fin d'une époque, et c'est pas que du coup ça développe une petite nostalgie, c'est le cinéphile que je suis, mais on serait pas loin de ça finalement. Le résumé pour faire simple, alors que la liberté semble plus que jamais proche pour Thomas et le groupe des Immunis, ce dernier ne se sent pas capable d'abandonner Mino. Il décide alors dans un dernier élan d'attaquer la citadelle de Wicked et de retrouver leur ami, tout en cherchant à comprendre pourquoi Teresa a si soudainement changé de camp. Pour autant, même si ça développe une nostalgie chez moi, ça ne veut pas pour autant dire que je trouve le film comme étant une grande réussite. C'est plutôt surprenant lorsqu'on voit ce que nous avait livré Wes Ball avec le précédent volet. Parce que sans déconner, La Terre Brûlée était un très mauvais film, était complètement incohérent en termes de dramaturgie et n'avait plus aucune logique en termes de conception graphique par rapport au premier. Là, pour le coup, on sent que Wes Ball a plus posé son concept, a décidé de vraiment développer ses personnages, de vraiment poser le côté un petit peu épique et dantesque de son histoire pour développer une aventure qui, du coup, gagne tout de suite en intérêt, gagne tout de suite en efficacité et surtout a de la gueule en fait. Et à partir de ce moment-là, on est vraiment pris dedans. Si elle n'aura pas marqué les esprits par son brio ou même son concept, pourtant assez alléchant si on se limite à la base de celui-ci, il ne semble rester pas grand-chose de la trilogie de Wes Ball adaptée de Dashner, comme si finalement tout cela avait été un peu vain, voire même carrément dénué de tout sens. Cela n'empêche pas ce troisième film d'être bien meilleur que le deuxième et de revenir un peu au niveau du premier, le temps d'un film qui aura du mal à conquérir plus que les fans de la première heure, la faute à un ensemble qui sonne comme clairement classique et cliché en la matière. En termes d'écriture, donc T.S. Nolin, toujours derrière le scénario, toujours en adaptant les romans de James Dashner, il s'en sort beaucoup mieux que sur le précédent film, parce qu'il faut bien reconnaître, encore une fois je rappuie dessus, mais c'est important pour moi, sur La Terre Brûlée, il y avait un énorme problème de cohérence et surtout un gros souci en fait dans la manière de concevoir le parcours des personnages. En fait, tout le développement de La Terre Brûlée considérait que parce que le spectateur s'était investi dans le premier film, forcément dans le deuxième il s'investirait également de la même manière. Ce qui est intéressant, c'est que là on sent que T.S. Nolin déjà rempile en laissant un petit peu de temps qui a fusé entre le précédent film et celui-là. Bon, pas beaucoup, mais un petit peu. Et du coup, ça lui permet entre guillemets, vouloir absolument replacer ses personnages, donc les remettre dans un contexte et les redévelopper. Donc, du coup, on gagne en efficacité, on gagne en intensité et surtout, on arrive à se replonger dedans. Parce que sinon, il faut bien reconnaître malheureusement que c'est très cliché et très convenu, notamment dans la manière d'amener chacun des retournements qui va jalonner le film, et surtout dans la manière avec laquelle T.S. Nolin décide de concevoir l'ensemble de la dramaturgie. Là-dessus, il n'y a aucune nouveauté, c'est criard comme c'est pas possible, c'est extrêmement simpliste, voire même carrément à côté de la plaque par moment où on se dit ouais, ça aurait pu être un petit peu plus inventif, mais ça arrive un petit peu plus à tenir la route quand même si on retrouve pas la flamboyance entre guillemets et le brio du premier long métrage. Dans sa manière de concevoir l'ensemble de la dramaturgie, le script de T.S. Nolin se permet d'être assez audacieux en la matière, parvenant à imposer un regard assez juste sur un ensemble de personnages vraiment entraînants qui donne lieu à une immersion profonde au cœur du récit, rééquilibrant avec le travail bâclé du second film. Pour autant, il faut tout de même bien avouer que tout cela semble extrêmement convenu, se limitant simplement à l'invasion d'une forteresse, sans pour autant réussir à créer quelque chose de plus, comme si finalement cette saga se limitait à cela, une anecdote, au milieu d'un univers immense. Wes Ball est un cas un petit peu atypique, on va dire, dans ce cinéma, parce que là où les autres réalisateurs qui sont attaqués, entre guillemets, à des sagas de romans pour adolescents, avaient quand même une carrière derrière eux, Wes Ball est un réalisateur donc, qui avait livré seulement un court-métrage avant de faire le premier film, et du coup qui s'est attaché en fait à concevoir un espèce d'ensemble qui soit cohérent. Il avait perdu cette cohérence, entre guillemets, sur La Terre Brûlée, qui, on le sent, avait été torchée. Et du coup, là, il retrouve un petit peu la flamboyance qu'il avait pareil sur le premier film, et du coup, ça donne un vrai cachet à l'œuvre. Ça n'empêche pas le réalisateur de tomber dans beaucoup de travers, mais je qualifierais ça par un seul mot, épique. Il arrive vraiment à donner une définition d'épique à son film, et constamment, il régit en fait l'ensemble de sa structure scénographique de par ce mot. Il a envie de nous faire ressentir le côté vraiment complètement fou de cette aventure et la manière avec laquelle le dénouement arrive, entre guillemets, c'est-à-dire toute cette structure, entre guillemets, d'attaque, de siège, va donner lieu en fait à une intensité dramatique qui va dans cette idée d'épique, dans cette idée de grandiose. Ça n'empêche pas le réalisateur de par moments être
extrêmement facile dans ses effets dramatiques et dans la manière d'amener notamment une musique qui est cliché mais à en crever, mais c'est vraiment aberrant tellement elle surappuie des séquences qui par moments sont d'un ridicule constant, mais ça reste intéressant tout de même parce qu'on sent que Wes Ball s'investit dans le film. Si Wes Ball avait carrément ridiculisé son travail de création artistique sur le premier film avec une mise en scène bâclée sur le deuxième, il rééquilibre ici les choses en parvenant à créer une œuvre visuellement très aboutie et puissante, où le rythme de la mise en scène parvient à imposer un regard fort sur l'épopée de ses personnages. Si pour autant il ne parvient pas non plus à révolutionner son concept de base, il réussit tout de même à emporter son film vers de jolis instants de mise en scène et de création artistique qui donnent lieu à un ensemble fourmillant de bonnes idées et de grandioses même par instant. Bon, malheureusement, un point sur lequel on va pas trop s'attarder parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire, c'est le casting, parce qu'au final, c'est le point le plus noir du long métrage. Parce que même si les acteurs principaux, entre guillemets, s'en sortent plutôt bien, il n'y a pas vraiment d'acteurs qui ressort, entre guillemets, dans les rôles secondaires. C'est plus ou moins des acteurs qui arrivent à plutôt bien camper leur personnage, mais jamais vraiment à briller. À part Aidan Gillen et Thomas Brody Sangster, qui sont vraiment très très bons tous les deux, les autres je les trouve vraiment en demi-teinte, notamment Kaya Scodelario qui je trouve là est complètement invisible, vraiment. Je ne sais pas pourquoi en fait cette actrice a réussi à tenir le coup parce que elle est vraiment pas du tout présente en fait dans ce film, parce qu'elle se fait voler à vedette par une autre actrice et surtout par l'acteur principal qui est juste impressionnant. On ne retient finalement que peu de choses de ce casting de jeunes têtes, mais on retient surtout que Dylan O'Brien a vraiment une gueule d'actionneur qui dépote et que Rosa Salazar se dégage vraiment du reste des acteurs. Donc au final, ce troisième volet de la saga Le Labyrinthe est une œuvre assez sympathique, qui vaut le coup d'être vue parce qu'il y a ce côté très épique et dantesque qui rend vraiment hommage, entre guillemets, à ce qu'avait envie de faire Wes Ball dès le premier film, c'est-à-dire faire une espèce de saga avec une envergure extrêmement épique, ce qu'il n'a pas du tout réussi à faire avec le deuxième volet, mais ce troisième film, en un sens, je trouve qu'il arrive à cristalliser ce qu'il aurait dû faire dès le deuxième, c'est-à-dire apporter une vraie intensité et surtout s'approprier en fait l'univers de Dashner. Et c'est ce qu'il arrive à faire avec Le Labyrinthe, le remède mortel. Et du coup, je vous le conseille, le film de Wes Ball, parce que il a un vrai intérêt, parce que c'est le dernier, entre guillemets, film adapté d'un roman pour adolescents actuellement à Hollywood. Mais au-delà de ça, il a un intérêt parce que ça reste un divertissement de bonne qualité et c'est un film qui est vraiment entraînant. Donc pour ça, pourquoi pas. À plus!